Je crois que j'ai dit une grosse bêtise. The Boys, saison 5, épisode 4. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 4 de la saison 5 de The Boys, allez le voir et revenez après, car on va spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Premièrement, my bad, visiblement, même si j'y croyais jusqu'au dernier moment, mais la semaine dernière, j'ai dit que Ryan était mort. Et en vrai, j'y croyais. J'ai vu la scène, je l'ai revue quand j'ai pioché des images pour faire ma critique, parce qu'en réalité, quand je fais ma critique, je reprends beaucoup d'images. Et j'ai vu Ryan qui respirait. Mais dans ma tête, je sais pas, il y avait un truc de décalage total par rapport à ça, j'étais dans le déni parce que pour moi, Ryan, même en l'ayant vu respirer, était mort car tout l'épisode, tous les événements, toute la mise en scène, toute l'émotion présentée, la musique utilisée, l'idée même du scénario de le tuer aussi vite, qui était pour moi une très bonne idée, le mélange d'acting, la réaction de Butcher, en plus Butcher qui avait des visions dans la saison précédente et tout, pour moi, c'était juste un fake pour jouer avec nous. Mais au fait non, pas du tout. Et pourquoi je me suis fait cette remarque, c'est que tout le monde me disait dans les commentaires qu'au fait Ryan était en vie, mais surtout quelqu'un m'a dit que c'est pas le genre de la série de faire ça. Et en vrai ouais, c'est pas le genre de la série de faire ce genre de truc, donc oui, en revoyant l'épisode après, en lisant les commentaires, j'étais un peu dans le déni, je me suis dit non mais les gars, non c'est un fake, c'est voilà, il est pas vivant en vrai, c'est bon, regardez la mise en scène, regardez le truc et tout, mais la série fait pas ce genre de choses, donc oui, en effet, il est en vie, il n'est pas mort, et donc, my bad, par rapport à ça, je me suis littéralement trompé, donc c'est clairement mon erreur. Dommage, je trouvais ça intelligent de le tuer bien plus tôt dans la saison, d'enlever complètement cette intrigue, de changer les choses, d'avoir cet infanticide. Pour moi, c'est quelque chose de symbolique, de fort, mais bon, visiblement, ils ont d'autres idées en tête, on verra ce que ça va donner. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est vraiment utile et je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Predator Badlands ou Zootopie 2. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Mais si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous à Max avec ce compte, ça fonctionne. Et vous allez avoir des films comme Marty Suprême qui seront disponibles dès cette semaine. Et CyberGhost VPN propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et ça fonctionne, il y a encore des tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, mais en ce moment il faut mettre sa carte d'identité pour avoir accès à certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Michael Jackson en paix, utilisez un VPN. Et vous êtes cinéphile, parfois vous regardez des films d'une manière spécifique. Si vous voulez être en sécurité par rapport à ça, utilisez un VPN. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, sans souci. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et je vais commencer avec Ryan, parce que donc Ryan est bel et bien en vie, et il parle de l'Empire contre-attaque, le Star Wars numéro 5, vous le connaissez. Et il parle du fait qu'il doit être prêt pour affronter Dark Vador et tout. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est que quand même, dans l'Empire contre-attaque, Luke Skywalker affronte son père avant de quitter le combat et de revenir dans l'entour du Jedi afin de convaincre son père d'arrêter d'être le méchant. Donc est-ce qu'il va pas convaincre, non pas Homelander, mais Butcher de l'aider d'une manière et Butcher va se sacrifier pour tuer Homelander comme Dark Vador a tué Palpatine? Je pense que c'est aussi la direction dans laquelle va aller l'œuvre, ou alors Homelander va se sacrifier, va se suicider comme je l'ai pensé aussi, va changer un peu sa manière de penser parce qu'il est en train de littéralement perdre la tête, on va en parler dans cet épisode-là, donc je pense vraiment qu'il y a un truc, non pas de rédemption, alors rédemption de Butcher, je pense que oui, parce qu'il a quand même fait des choses assez atroces, mais il est quand même du bon côté pendant un long moment, mais surtout peut-être une sorte de rédemption de la part d'Homelander, qui va kisser, tuer Soldier Boy avec lui et tout, parce qu'il y a tout un bordel hein, dans la tête de Homelander par rapport à la religion, par rapport à ce qu'il pense réellement de ce qui se passe. Il est en train de perdre les pédales et en même temps, bah, ça va vers cette direction-là. On verra bien, je suis quand même assez curieux. Il reste 4 épisodes. Je ne sais pas à quel point Ryan sera de nouveau présent en tant que figure d'action, en tant que figure physique et pas plutôt comme Luke Skywalker dans l'épisode 6 et
et un peu le 5 aussi en réalité, hein, quand il apprend la vérité sur son père, mais surtout le 6, quand il essaie de convaincre Vador de l'aider. Donc pour moi, ça peut aller dans cette direction-là, c'est pas pour rien qu'il parle de Star Wars et l'Empire contre-attaque. Pour parler maintenant un peu des magas, hein, en réalité, de Firecracker, c'est un épisode qui est assez intéressant la concernant, car en fait, elle rentre de plus en plus dans cette machine infernale, alors qu'elle a clairement pas envie. Elle est toujours effrayée par Homelander, comme quasiment tout le monde, sauf, allez, disons, Soldier Boy. Je trouve ça d'ailleurs bien qu'Homelander ait l'air de s'en foutre d'elle et Soldier Boy. Il a peut-être compris, en tout cas c'est sous-entendu qu'il a compris ce qui s'est passé, à voir si c'est vraiment le cas ou si je m'invente encore des choses, mais pour moi il a compris qu'il se passait un truc entre les deux et qu'il s'en fout quoi. Il a trop d'ego, pour lui c'est un prophète, c'est Dieu, mais moi ce qui m'intéresse c'est la crainte qu'il a instaurée dans son système fasciste, surtout chez les non-croyants. Je veux dire, Firecracker, elle croit en Dieu ou le Christ ou Jésus, ce que vous voulez, mais là elle doit croire en Homelander, elle doit accepter Homelander comme le Messie, mais elle croit uniquement par pure crainte de lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils font tout un marketing autour de ça, alors que personne n'y croit. C'est full bullshit, full délire corporatiste par rapport à ça, tout un marketing contre leur propre foi, leur propre mode de pensée, et c'est des gens qui sont perdus dans un système, ils veulent garder leurs privilèges, ils ont peur des conséquences, du coup bah ils font des choses qui sont d'après eux immorales quoi. Là c'est créé donc ce Messie via littéralement de la propagande, une sorte de rebranding de Jésus. C'est intéressant de reprendre un peu les codes marketing des évangélistes chrétiens aux États-Unis et comment ils font le côté argent, business, spiritualité, et il y a plein de phrases qui sont quand même assez drôles, assez cocasses. La mer rouge contre les réfugiés, alors que le concept de la mer rouge de Moïse c'était littéralement ça, c'était de sauver des réfugiés. Ils comprennent pas que Jésus est littéralement contre toutes leurs idées, ils disent même que Jésus est démodé, la compassion, ce genre de choses. Ils parlent de Manifest Destiny. Alors Manifest Destiny, c'est les colons américains, c'est le Ku Klux Klan, ce genre de choses. Et ils sont en train de créer un nouveau dieu, mais via le concept de créer un nouveau produit. C'est un meeting, littéralement, d'entreprise dans un gratte-ciel pour créer une religion. C'est de la folie pure et dure, et surtout que personne n'y croit en réalité. C'est purement le système à la fois capitaliste et fasciste et maintenant religieux qui met ça en place. Donc c'est une catastrophe. Et en même temps, bah, tu vois aussi que Ashley, elle est à fond dans ça. Le concept de la religion, elle y croit pas non plus, mais elle fait son travail. C'est le cynisme à l'état pur. Les évangélistes de ces méga church, parce que c'est ça, hein, c'est ces churches et gigantesques qui volent tout aux gens, aux croyants, qui essaient de convertir le plus possible de gens pour s'acheter des jets privés par la suite. Il le cite, hein, des Gulfstream, c'est des jets privés. C'est une bonne utilisation aussi de ses pouvoirs par rapport à Ashley. J'aurais bien aimé qu'on ait plus de pouvoir d'Ashley, qu'elle entende encore plus les voix dans sa tête des autres gens, et en même temps sa voix en mode Gollum, parce que c'est un pouvoir qui est cool, mais qui est pas assez exploité, je pense, et j'aurais aimé qu'il revienne plus souvent, parce que c'est quand même un pouvoir assez intéressant, surtout dans sa position dans ces bureaux-là. Mais c'est qu'en termes de mise en scène aussi, ça crée un truc un peu drôle, et en même temps un décalage, et c'est cool de voir cette femme-là qui profite de ce pasteur, de ces méga church, le côté religieux, le côté argent, tout ça. C'est un océan d'hypocrisie, de capitalisme, il n'y a rien qui va, ils n'ont aucune valeur, c'est une véritable catastrophe, mais ils font tout ça pour leurs intérêts personnels et par peur aussi. Sage est peut-être le seul personnage qui n'a pas vraiment peur, mais elle manipule clairement tout le monde. Là, elle veut semer la discorde entre Soldier Boy et Homelander, diviser pour mieux régner, c'est une évidence, mais pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi elle fait ça? C'est un peu le symbole du deep state de tous les pays, mais américains. Dans ce cas-là, qui va régner par la suite? Elle? Est-ce qu'elle va sauver le pays? L'enterrer? Voilà, je suis curieux de voir comment ça va finir cette histoire, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui vont dans une direction assez précise, mais la série risque de nous surprendre, et dans les 4 épisodes restants, je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises, positives, négatives, qui vont plaire ou pas à certaines personnes. Et je trouve que cette partie-là, encore une fois, elle n'est pas très subtile, mais elle parle de choses d'actualité, malheureusement pour les États-Unis, mais en les poussant encore plus loin. Le côté chrétien, le côté fasciste, capitaliste, avec des exemples très concrets. Maintenant, côté The Boys, pour moi, c'est la déception cet épisode. Je trouve ça très bancal, très mauvais même, je dirais, ou même pas intéressant du tout. MM est de retour, apparemment. Ok, il est parti où? Non, mais vraie question, parce qu'ils sont en train de hyper une sorte de retour de MM. Ok, je ressens pas la différence, quoi. Donc, il y a un moment, peut-être pour les personnages et tout, mais c'est juste une volonté de revenir aux sources. Ils se moquent de Yui comme à l'époque, ils montrent la fraternité et les conflits causés par le virus mais aussi par leurs histoires, mais t'y crois pas une seule seconde en fait, parce que pour littéralement faire un retour aux sources, il faut déjà avoir quitté les sources, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, les boys, entre eux, ils n'ont pas vraiment changé, ils n'ont pas vraiment évolué. Le seul truc qui a un peu changé, c'est le couple Frenchie-Kimiko, mais tu vois que ça n'a pas marché du tout, et ça crée peut-être un peu une surprise où on se dit depuis le début qu'ils vont finir ensemble, et au final, maintenant qu'ils peuvent communiquer, se parler, on voit que c'est sexuel, on voit que c'est peut-être un peu amical,
platonique, mais c'est pas plus que ça. Ils ont des objectifs de vie complètement différents. De toute façon, Frenchie, il y passe. Pour moi, c'est évident. Kimiko, je pense qu'elle va survivre. Mais en tout cas, voilà, Frenchie est jaloux. Elle veut des enfants, pas lui. Lui, il veut kiffer sa vie. C'est un ancien drogué et tout. Donc, leurs vies vont pas du tout ensemble. Mais ça qui est intéressant, c'est comment il y a un truc qui change. Parce que ça fait 5 saisons qu'ils nous les teasent ensemble. Au moins, il y aura une petite surprise scénaristique où ça va semer un peu la discorde. Il y aura un sacrifice, il y aura un truc. Ça va être un petit peu émouvant. Voilà, ils vont dans cette direction. Ça, c'est pas trop mal. Mais sinon, voilà, c'est encore une fois pour retarder le scénario. Le virus, il est en pause. C'est une idée pour ralentir un peu tout ce qui se passe. Je me demande vraiment si ça sera utilisé au final, parce que quand même, les implications de génocide sont assez graves, mais je pense pas qu'ils vont y aller au bout. Je pense qu'ils vont trouver d'autres méthodes pour se débarrasser d'Homelander et Soldier Boy. Mais encore une fois, je trouve que tout ce qui concerne les Boys, c'est juste pas au niveau, quoi. C'est pas bien du tout, c'est une répétition de ce qu'on voit depuis le début, et malheureusement, ils font une sorte de retour aux sources sans les avoir quittés, et bah, toutes les séquences par la suite vont être assez mauvaises. Mais une petite pause pour parler de Starlight. C'est intéressant de lui avoir donné une scène avec son père, parce que c'est un moment qui est étonnamment touchant, et elle a le droit à une sorte de conclusion narrative avec son père, une famille recomposée qui permet de donner un peu de liberté, de réconfort à Starlight, parce que son père n'était pas si méchant que prévu. Pourquoi? Parce que même s'il fait partie de la police aujourd'hui, il est dans un système où il pensait beaucoup à sa fille régulièrement. Il explique pourquoi il a quitté, mais ça n'excuse pas pourquoi il a fait en réalité. Mais surtout, d'un point de vue thématique de l'œuvre, c'est par peur qu'il est resté flic. Il n'a pas envie de se rebeller par peur aussi, parce que la police peut venir choper tes voisins, les foutre dans des camps et on ne sait même pas où. Les dissidents sont envoyés, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas dans quel endroit. Donc ils ont peur, ils ont tous peur et ils font partie du système par peur aussi. Donc c'est ça aussi le problème du système autoritaire de manière générale et fasciste, c'est par peur. Les gens ils font des tafs qui sont contre leurs valeurs, quoi. Il y a un très bon film qui parle de ça, qui s'appelle Ida de Paweł Palikowski, que j'ai revu récemment, que j'avais conseillé dans le Rage Ciné Club, mais cette fois-ci c'était du point de vue de la Pologne communiste et c'est un peu la même thématique. Alors évidemment dans Ida c'est beaucoup mieux fait, c'est un film, mais là quand même ça parle de ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut travailler dans un monde et en même temps être contre les idées même de ce monde, et ça a quand même une lueur d'espoir par rapport aux voisins, flics ou en tout cas amis qui intervient, qui abandonne justement la poursuite de Starlight par pure compassion. En fait, avec de la sincérité, avec de l'amour, de la compassion, avec une volonté de se rebeller un petit peu contre le système, ça peut sauver un peu ce système et ça peut aller dans la bonne direction, même si la colère, encore une fois, de Starlight est légitime. Et il y a tout ce dialogue aussi par rapport à la compassion, de comment est-ce qu'on dialogue avec justement les jeunes hommes qui regardent la manosphère, les contenus d'extrême droite et tout. Et pareil, c'est de la compassion, c'est discuter, c'est avoir une communauté, une famille, de ne pas abandonner ces enfants qui se branlent, ces gooners, dans leur chambre en pensant à des figures d'extrême droite. Mais on voit beaucoup que des figures d'extrême droite, surtout des jeunes hommes, traînent avec d'autres figures d'extrême droite pour les draguer parce que c'est des filles et sont jolies, ça joue aussi sur ça. Et en même temps, bah, tu as encore une fois la discorde entre Deep et Black Noir qui vont se déchirer. Black Noir va clairement craquer et il représente encore une fois ces podcasts Sigma, Alpha, de gros losers, cassos, qui influencent en mal la jeunesse pour leurs intérêts personnels. Et toute la séquence dans cette zone scientifique n'est vraiment pas aboutie pour moi. Ils auraient pu la jouer un peu ambiance horrifique. C'est pas du tout fait, c'est dommage. Ils citent même The Last of Us et The Walking Dead comme inspiration pour se dédouaner des visuels qui vont pomper à The Last of Us, même si c'est pas The Last of Us qui a évidemment inventé ça ressemble beaucoup. Moi je m'attendais peut-être à un monstre, à des zombies, quelque chose, mais non, c'est juste une séquence où les personnages vont devenir colériques, ils vont se faire la guerre, mais surtout ils vont pouvoir se dire ce qu'ils pensent réellement. Et même je vais vous dire un truc en fait, ce qu'ils pensent réellement, ils se disent tout le temps, j'ai l'impression dans The Boys, c'est bateau, c'est pas intéressant, c'est pas très bien fait en termes d'action, je dirais, c'est ok, ça passe mais ça manque d'enjeu, parce que des vérités, ça arrive tout le temps dans leur vie quoi. Ils se disent tout le temps la vérité, quasi constamment, toutes les saisons, quasiment tous les épisodes, donc tu ressens rien. Ils s'embrouillent tellement souvent que du coup ça n'a pas de valeur ici. Ils se sont déjà fait la guerre la saison d'avant, donc là, même s'il y a une sorte de virus dans l'air et tout, bah tu ressens quoi en termes de spectateurs? Tu ressens rien parce que c'est une répétition. Il n'y a pas de tension entre les personnages. Tu sais qu'ils vont pas se flinguer, tu sais qu'ils vont pas mourir, tu sais qu'ils vont pas se tirer dessus pour de vrai. Il y a rien. Tu crois pas une seule seconde, donc je trouve que c'est complètement raté. Et en termes de mise en scène, encore une fois, il n'y a pas grand chose. Dommage, ils auraient dû épouser le côté un peu horrifique, créer un peu de paranoïa, de tension un peu différente, plutôt que le délire full action, colère qui marche pas au final. Et puis même, la blague sur la musique en voiture après les événements, Mambo No. 5, oui, bon, ok. Qu'est-ce qu'on est censé ressentir? Rigoler, censé ressentir un peu l'alchimie, le travail d'équipe entre eux, on ressent rien en réalité. Et pour moi, cet intrigue-là, de cet épisode-là, est complètement raté. Les concernant, c'est rude, c'est inintéressant et t'as envie de passer à autre chose, c'est-à-dire Homelander et Soldier Boy, parce qu'Homelander,
Franchement, il porte tellement la série, c'est un truc de fou. J'aime bien la critique sociale, évidemment, avec l'équipe d'Homelander, mais c'est Homelander, la série, quoi. C'est lui qui nous donne envie de regarder, c'est les interactions qu'il a avec tout le monde, c'est un dégénéré qu'on aime suivre. Et en même temps, là, Soldier Boy, pour la première fois, ils sont un petit peu honnêtes. T'as l'impression aussi que le virus, il attend Homelander. C'est pas sûr à 100%, mais il est plus honnête. Alors, je sais pas si c'est le virus ou sa volonté d'être le messie, le prophète, et son ego qui a dépassé, mais vraiment toute mesure, et du coup il dit la vérité à son père, et c'est ça qui est intéressant. Mais tu sais qu'il va rien se passer de grave, même si Homelander est enfermé ici, c'est quand même lui le point final et culminant de la série, et c'est lui qui va y passer probablement en dernier. Donc là on ressent rien, parce que tu sais que ça va juste ralentir le scénario. Pour moi limite c'est un épisode, j'irai pas filler parce que c'est méchant, mais c'est que ça n'avance pas beaucoup, quoi. Alors que normalement il reste 4 épisodes, ça devrait être la fin. Là où les 3 premiers épisodes ils avançaient pas mal, même si le premier il mettait peut-être un peu trop le contexte, bah le 2 et 3 ça avançait, il y avait un truc. Là le 4ème, encore une fois je dirais pas qu'il se passe pas grand chose, mais je trouve que c'est assez décevant et on est dans des boucles répétitives, quoi. Il y a une phrase intéressante tout de même sur les exploits scientifiques, la comparaison qui est faite avec ces super-héros et Dieu, parce que les scientifiques voulaient créer littéralement des dieux. Ça permet de ressortir les traumates de Soldier Boy qui étaient effrayés, qui voulaient pas aller à la guerre, mais qui voulaient en même temps se prouver dans ce système patriarcal, parce que si t'étais une chochotte comme il le dit dans la série, bah forcément ça marchait pas. Il fallait être un vrai homme, quitte à tout sacrifier, perdre le fait d'être dans une famille riche, aisée, et venir essayer d'être un héros, et en même temps du coup être complètement attaqué par un virus, être torturé, souffrir. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour le patriarcat, pour la guerre, ce genre de choses. Donc c'est aussi un loser avec des problèmes de famille, disons les choses, qui veut paraître comme dur, mais en réalité c'est une coquille vide et qui souffre énormément. Et limite, tu commences à avoir un peu de peine pour lui. Je trouve que c'est pas mal de nous créer un peu de compassion pour les méchants, horribles, fascistes, homophobes. Tu sais, c'est un connard, il est horrible. Mais tu dis, ok, au moins je comprends et j'ai un peu de compassion pour lui, chose qui aurait dû arriver dans ma critique du film Michael que j'ai sorti aussi aujourd'hui. Donc ça c'est pas mal. Et je trouve qu'il y a un avantage quand même avec ces séquences entre les deux, c'est que tu dis la guerre est déclarée, les deux vont se faire la guerre, ils vont se tabasser, mais comme nous on commence à avoir de la compassion pour Soldier Boy, Homelander aussi un petit peu. Alors Homelander, il y a le truc avec le virus qui n'a pas été trouvé, et en même temps la compassion, et ça fait un petit twist intéressant. Les deux sont complètement démystifiés, et je me dis que peut-être, oui, ils se détestent, mais par compassion, les méchants vont peut-être être ensemble. Et ça, c'est intéressant, parce que utiliser les mêmes outils que les gentils, c'est-à-dire la compassion, l'entraide, pour aussi créer un lien entre les méchants, c'est pas mal en réalité. Et je trouve que ça peut être intéressant, et je sais pas dans quelle direction ça va aller aussi, parce que les deux sont pathétiques. Homelander enfermé, il se chie pas dessus, mais c'est ce qu'il dit, il se décompose à cause de l'uranium et tout, il est faible, même s'il s'en sort à partir d'un moment, il allait jamais mourir, ils le disent, il a tabassé son fils, c'est pathétique. Mais il est aussi pathétique que son père, quoi. Il est aussi pathétique que tout le monde. Il est aussi pathétique que Butcher, qui dit à Homelander qu'il sera jamais heureux. Homelander dit à Butcher que lui non plus. Enfin, il y a tout un délire sur les masques qui tombent un petit peu. Le bluff, il y croit pas du tout Homelander. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont tous en quête de vengeance et d'acceptation, quoi. Et c'est deux choses qui marchent pas très bien ensemble dans ce cas-là. Et c'est ça qui est cool, c'est que même Soldier Boy, que tu détestes forcément, même si t'aimes bien le suivre, énervé par Frenchie, bon, ça c'est un procédé scénaristique que je trouve un peu naze, mais pourquoi pas, ça lui permet de se venger, parce qu'il avait une communauté, il avait une sorte de famille avant, et c'est ce scientifique-là et tout le système qui lui a appris. Donc limite t'es heureux pour lui, t'as envie qu'il le fasse, quoi. Mais encore une fois, heureusement que les deux existent, heureusement que l'intrigue avec Homelander, Soldier Boy existe, parce que franchement, le rebranding religieux, je trouve que c'est une bonne idée, mais le reste, c'était pas du tout au niveau cet épisode-là, et ils le font tous par peur, ce rebranding, personne n'y croit. Personne n'est là réellement pour Homelander, ils veulent juste sécuriser leur position et survivre. C'est une énorme satire des Américains, de ce pays religieux et de manière générale de leur système complètement pourri, quoi. C'est le prophète Homelander. Et je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver là que maintenant. Il reste 4 épisodes, t'as un messie, un prophète, tu vas faire changer de l'Amérique. L'Amérique est devenue fasciste la saison dernière, là ça devient une sorte de pays théologique, démocratique, apparemment religieux, avec un prophète Homelander. C'est hyper intéressant en réalité, avec les Américains qui critiquent toujours, vous savez, les démocraties théologiques et tout, dans des pays comme l'Iran. Là, ils deviennent un peu leur ennemi du Moyen-Orient depuis toujours. C'est quand même assez rigolo comme idée, mais il reste 4 épisodes. Comment le pays va changer? Est-ce qu'il y aura une ellipse? Je ne pense pas, en réalité. Peut-être, c'est justement pour ça qu'ils ont mis en pause le virus, pour faire une ellipse maintenant par la suite, et peut-être il n'y aura, je sais pas, 6 mois d'écart, ce genre de choses. Mais c'est dommage, parce que franchement, une saison entière dans l'Amérique d'Homelander chrétienne bizarre,
trop une bonne idée. Mais il fallait voir l'Amérique. En fait, on voit jamais l'Amérique. En réalité, c'est ça qui est un peu dommage. On voit juste des gens dans des bureaux et c'est un peu triste, mais ça aurait été une bonne idée, quoi. Surtout avec cette image christique. Et lui, il devient le prophète aux yeux de tous. On va voir qu'il va y croire pour de vrai. Mais surtout que quand il le devient, il n'entend plus rien. Il n'entend pas la foule. Il voit personne. Il voit la lumière de Dieu, peut-être une voix dans sa tête, mais il y a le silence. Donc est-ce qu'il y croit lui-même? Est-ce qu'il est vraiment maintenant en mode Messie et tout? J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il a vraiment perdu les pédales? Je suis très curieux, mais sinon l'épisode, ça va. Franchement, c'est un peu décevant par rapport à la moitié des intrigues, mais ça va. C'est juste peut-être le moins bon pour l'instant des 4, et je pense que ça va aller très très vite par la suite. Et j'ai hâte de voir la suite pour le coup. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur les plateformes d'écoute de podcast. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.